Terre d'audace et d'aventure, la côte ouest des États-Unis a depuis toujours agi comme un aimant sur les voyageurs et les immigrants de tous horizons. Mais d'où vient l'incroyable fascination qu'elle exerce dans le monde entier? Quels sont les secrets de son succès? Pour le savoir, préparez-vous à rencontrer quelques-uns de ses habitants qui incarnent parfaitement la joie de vivre et le dynamisme de la West Coast. En route pour un voyage à travers les États de la côte ouest des États-Unis, de la frontière avec le Canada jusqu'au Mexique. Aujourd'hui, direction l'Oregon. La côte ouest de l'État de l'Oregon est connue pour ses longues plages sauvages. Tout près de la ville de Florence, un paysage unique, mélange de dunes de sable, de forêts et de lacs borde le Pacifique. Depuis quelques années, ces immenses collines de sable sont devenues le terrain de jeu idéal du dernier sport à la mode, le sandboard. Matt Walton consacre chaque minute de son temps libre à son sport de prédilection. Un mélange de snowboard et de surf sur sable. Aujourd'hui, Matt a organisé une petite compétition entre les sandboarders de la région. Plusieurs manches vont être disputées pour déterminer les plus rapides et les plus agiles. Bon, je crois qu'il est temps de commencer la course. N'oubliez pas que tout le monde a droit à 4 descentes et l'objectif est d'atteindre la plus grande vitesse possible. C'est parti! Au pied de la dune, la vitesse de pointe de chaque participant est enregistrée. On farte la planche à chaque fois, sinon ça ne glisse pas. La planche possède une base très lisse, très dure et qui résiste bien à la chaleur. Mais ça ne suffit pas pour dévaler une dune. On défie les lois de la physique en glissant comme ça sur le sable. Mais sans lubrifiant, on n'y arriverait pas. Le sandboard a été inventé il y a plus de 20 ans dans les dunes du désert des Mojaves, en Californie du Sud. Ce n'est que récemment que ce sport de plage a vu sa cote de popularité exploser grâce à des planches plus perfectionnées et à des cires plus performantes. Aujourd'hui, la compétition est ouverte à tous. Matt et ses amis sont surtout là pour s'amuser. Pour eux, gagner la course n'est pas le plus important. Le sandboard est une discipline fascinante pour un tas de raisons. L'une d'entre elles, c'est la diversité des paysages dans lesquels on pratique. Là, on est à Honeyman State Park, sur la côte de l'Oregon. On est au bord d'un lac en pleine forêt, et pourtant on descend une dune de sable. Du sommet de la dune, on peut apercevoir l'océan, les montagnes, les arbres et les lacs. La nature qui nous entoure est sublime. Rien que le fait d'être ici entre nous, c'est une expérience incroyable. Alors quand on y ajoute le fait de pouvoir dévaler une dune de sable, ça donne des frissons. Deuxième épreuve, le slalom. Elle récompense l'agilité et la rapidité.
C'est finalement Matt qui s'impose. Il pratique régulièrement le sandboard depuis 5 ans. Sur la côte de l'Oregon, le sable est le plus souvent très fin et très propre. C'est exactement ce qu'on recherche pour nos descentes. Certains sables accrochent tellement qu'on ne peut même pas faire glisser la planche dessus, alors que celui d'ici est ultra fin et rapide. Pour Matt et ses amis, la journée finit en apothéose avec la descente vers le Pacifique. Le sandboard est typique de la côte ouest. C'est une activité de détente qui peut aussi avoir son côté extrême. Tout le monde y trouve son compte. Qu'on préfère dévaler les dunes assis sur la planche ou qu'on ait envie de tenter un salto arrière. Il y a de la place pour tout le monde. C'est toute la beauté de cette discipline. On a des petits de 4 ans qui viennent ici pour faire du sandboard et aussi des papis de 80 ans et plus. C'est un sport sans grand danger, ce qui incite tout un chacun à tenter le coup. Depuis 1913, la côte de l'Oregon est un domaine public. La loi garantit le libre accès à la mer et à de rares exceptions près, il est interdit de construire en dehors des localités existantes. De longs rivages ont ainsi pu être préservés. Dans le nord-ouest Pacifique, plusieurs plaques tectoniques entrent en collision au fond de la mer. Lorsqu'elles sont actives, elles provoquent séismes et tsunamis. Le dernier raz-de-marée survenu dans l'Oregon a frappé la ville côtière de Seaside, il y a plus de 40 ans. Le géologue Tom Horning étudie depuis de nombreuses années les risques de tsunami sur la côte de l'Oregon. Grâce à un échantillon de sol prélevé le long de l'embouchure d'une petite rivière proche du Pacifique, il peut dresser la liste des tsunamis passés. Voilà. Comme vous le voyez, on est en présence de plusieurs couches de sable déposées par des tsunamis successifs. La couche inférieure est la plus ancienne et la couche supérieure la plus récente. Cette couche de sable a été déposée par un tsunami survenu il y a environ 800 ans. Nous le savons grâce au taux de sédimentation et à la datation au carbone 14 des fragments de bois qui se trouvent dessus et dessous. Plus bas, on a une autre couche de sable légèrement plus épaisse. Elle comporte plusieurs impulsions, ce qui indique qu'il y a eu une petite vague suivie d'une plus grosse. Cela correspond à un tsunami beaucoup plus puissant, survenu il y a 1100 ans. On remarque également un changement de sédimentation qui indique que lors du séisme, le sol s'est affaissé verticalement. Cela démontre qu'il s'agit d'un tsunami local qui n'a pas traversé l'océan Pacifique.
Tom Horning vit à Seaside, tout près de la maison de son enfance, aujourd'hui abandonnée. Sa propriété se trouve à peine à quelques centaines de mètres de la côte. C'est là-dedans que se trouvait ma chambre en 1964, lorsque le tsunami a déferlé. Mon frère et moi dormions à point fermé et nous n'avons rien remarqué. Il y avait plus d'1 mètre d'eau dehors. On a eu de la chance que la bâtisse tienne le coup. La propriété était envahie par des rondins d'au moins 1,50 m de diamètre. En se retirant, les eaux ont laissé derrière elles au moins 30 cm de sable qui ont complètement recouvert le gazon. Des animaux ont été noyés et notre voiture a été emportée. Il y avait du bois flottant, des crevettes, des vers, des poissons, de l'écume, des branchages et un tas de déchets en tout genre. Le tsunami a complètement métamorphosé notre quartier. On a eu de la chance d'y survivre. Le tsunami de 1964 m'a sensibilisé au danger des vagues géantes et aux dégâts que peuvent provoquer les séismes. C'est l'une des multiples raisons qui ont fait que je suis devenu géologue. Quand je suis revenu dans cette ville, j'ai compris, grâce à notre découverte, que la chaîne des cascades est sismiquement active et peut provoquer des vagues géantes. C'est pour ça que cette communauté doit être préparée. L'une des plus belles parties du littoral de l'Oregon, Cannon Beach et sa célèbre Haystack Rock. En raison de la popularité croissante de Cannon Beach, de plus en plus de résidences secondaires se construisent directement sur la plage. Ici, personne ne veut entendre parler de risque de tsunami. Mais depuis la catastrophe de Fukushima, difficile d'ignorer le danger que représentent ces vagues géantes. La plupart des petites localités côtières de l'Oregon ressemblent à Cannon Beach, que vous voyez derrière moi. Ici, nous avons de vastes dunes de sable proches de l'océan et les maisons sont juste derrière. Lorsque le séisme se produira, le tsunami arrivera une vingtaine de minutes plus tard et il atteindra 15 à 35 mètres de haut. Il balayera l'essentiel de ces bâtiments et s'étendra jusqu'aux montagnes. Les gens qui ne sont pas préparés seront noyés ou écrasés par les maisons qui seront emportées. Nous avons sans doute 10 ou 20 ans avant le prochain séisme. Il est donc important que tout le monde soit parfaitement informé et impératif de mettre au point des itinéraires d'évacuation afin de sauver le plus de vies possible. Sûr de ses pronostics, Tom Horning veut s'assurer que Cannon Beach et les autres villes côtières soient parfaitement préparées en cas de tsunami. Pour cela, il est crucial que chacun connaisse la marche à suivre au cas où le dispositif d'alerte rapide serait déclenché. Voici un exemple de plan d'évacuation pour le littoral de l'Oregon à Cannon Beach. Les zones d'évacuation sont indiquées et nous recommandons aux gens de partir à pied et de ne pas prendre leur voiture car il y aura forcément des problèmes de circulation. Si tout est bien planifié, il ne faudra que quelques minutes pour se mettre à l'abri. On sait avec certitude que des tsunamis provoqués par des séismes frapperont la côte de l'Oregon un jour. Mais quand exactement et avec quelles conséquences? Personne ne peut le dire. La nature extrême et la générosité des paysages de la côte ouest ont façonné un style de vie bien particulier. Ceux qui vivent là ont l'habitude de se lancer des défis et de repousser leurs propres limites. Aujourd'hui, pour chacun, profiter des nombreux loisirs de plein air qu'offre la côte ouest coule de source. Et il existe 1000 façons de tirer parti de la spectaculaire nature environnante. La popularité dont jouissent ces sports de plein air a ouvert la voie à une multitude d'entreprises du textile
qui se consacre exclusivement à cette vogue. Plusieurs grands fabricants d'articles de sport tels que Nike et Adidas ont choisi d'installer leur siège américain à Portland, la plus grande ville de l'Oregon. À Columbia Sportswear, on cherche en permanence à améliorer les produits et proposer les vêtements les plus confortables possibles pour évoluer au grand air. Tim Boyle, le patron de l'entreprise, est responsable de son orientation stratégique. Il y a peu d'endroits au monde où on peut aller surfer le matin, faire du golf le midi et skier l'après-midi. Mais dans cette région, c'est possible. C'est l'idéal pour les gens qui aiment les activités de plein air. Notre objectif, c'est donc de créer des vêtements et des chaussures dans lesquels on se sent parfaitement à l'aise quand on est dehors. Columbia Sportswear est une entreprise familiale d'origine juive. La mère de Tim Boyle, Gertrude, est née en Allemagne. Elle a fui le nazisme pour les États-Unis à l'âge de 13 ans. Mes parents, mes 2 sœurs et moi-même avons quitté l'Allemagne en 1937. En 1938, mon père a acheté une fabrique de chapeaux. Le père de Gertrude s'y connaît. Avant de se réfugier en Amérique, il possédait une entreprise de textile à Augsbourg. Ses chapeaux se vendent bien et la société s'agrandit. À l'université, j'ai rencontré un gentil garçon et je l'ai épousé. Mon père lui a proposé un poste. C'est une entreprise familiale. Mon père a commencé à développer de nouvelles lignes de produits. Il s'agissait de vêtements conçus et fabriqués pour les activités de plein air. C'est comme ça que l'entreprise a grandi. Lorsque le mari de Gertrude disparaît prématurément en 1970, Columbia Sportswear se retrouve sans personne à sa tête. Les ventes stagnent, l'absence de nouveaux produits se fait cruellement sentir. L'entreprise familiale passe à 2 doigts de la faillite. Gertrude envisage de vendre. On nous a proposé de racheter la société, mais pas tous nos stocks. Et il fallait encore qu'on rembourse nous-mêmes l'emprunt à l'État. On nous en donnait à peine 1 400 $. À ce prix-là, je me suis dit qu'il valait mieux que je reprenne moi-même les rênes de l'entreprise. Seule, Gertrude parvient à faire de Columbia Sportswear l'un des leaders du marché mondial des articles de sport. Il est rare de voir des femmes diriger des entreprises, a fortiori lorsqu'il s'agit d'entreprises familiales. Alors nous avons décidé que la relation privilégiée qui nous lie, ma mère et moi, deviendrait notre marque de fabrique. Mother Boyle and son Tim demonstrate their Columbia Parka's radial sleeves and zip-out liner. La publicité qui fait le plus rire, c'est celle où je la pousse du haut de la falaise. Ça marche à tous les coups, et j'aime ça. Les spots publicitaires mettant en scène mère et fils sont devenus cultes sur la côte ouest. Dans ces publicités, Gertrude oblige son fils à tester lui-même leurs produits. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que ma mère passe toujours pour la femme de tête et moi pour le fils un peu raté. Mais tant que ça marche et que ça permet à l'entreprise de se démarquer et d'avoir du succès, ça me va. C'est sans doute assez caractéristique des gens de l'Ouest de vouloir partager de bons moments et construire quelque chose ensemble. Et quand ça aboutit, c'est encore mieux. Chaque automne, les environs du Crater Lake, dans le sud de l'Oregon, se transforment en véritable paradis des amateurs de champignons. Dans cette région pousse le champignon comestible le plus cher de la planète, le matsutake. Très prisé par les Japonais, il est relativement méconnu en Europe et sur le continent américain. Une fois par an, en Oregon, ce champignon couleur ivoire suscite une véritable ruée vers l'or. Les centaines de prospecteurs venus répondre à l'appel de cet or blanc sont surtout d'origine asiatique.
Des légendes affirment que certains d'entre eux ont fait fortune en quelques semaines grâce au matsutake. Au Japon, ce champignon très prisé peut coûter plusieurs centaines d'euros le kilo. Koi Lok est né au Cambodge. Avec son épouse, Karnika, il n'a pas échappé à la fièvre du matsutake. Koi a fait de la cueillette son métier. Depuis plus de 10 ans, chaque automne, il se rend en Oregon. D'un œil exercé, il scrute avec attention le sous-bois et finit par dénicher un premier matsutake. En voilà un. C'est un champignon très difficile à trouver. Il pousse dans les sous-bois et il est presque toujours recouvert d'humus. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, il est impossible à trouver tellement il est bien caché. Le Crater Lake est le seul vestige du mont Mazama, un ancien volcan. Ce dernier a explosé il y a 7000 ans lors d'une gigantesque éruption. Depuis, le Crater Lake s'est rempli d'eau de pluie et de la fonte des neiges. Avec 600 mètres de fond, c'est le lac le plus profond des États-Unis. Au fil des siècles, le dôme du mont Mazama se reconstitue. Cette petite île n'est autre que le sommet du volcan qui renaît de ses cendres. La violente éruption du mont Mazama a recouvert la terre d'une couche de plusieurs mètres de cendres et de pierres ponces. Le sol volcanique, riche en cendres des forêts de conifères, offre aujourd'hui des conditions idéales à la croissance du matsutake. Il reste malgré tout très difficile de trouver ce champignon dans les vastes bois de conifères, à 2000 mètres d'altitude. Koi et Karnika parcourent à pied jusqu'à 15 km par jour dans les forêts escarpées de l'Oregon. Mais aujourd'hui, la récolte est bien maigre. En voilà un autre. Il est beau. Je viens d'en trouver 2. C'est de la bonne qualité. J'ai tout appris sur les champignons dans la région frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande, à la fin des années 70. À l'époque, j'ai combattu pendant 3 ans contre les Khmers rouges et les Vietnamiens. Je vivais alors dans la jungle, avec les autres résistants. Nous n'avions rien à manger, il a donc fallu apprendre à trouver des champignons. Nous ne mangions pratiquement que ça. C'est à ce moment-là que j'ai perdu une partie de ma jambe gauche, à cause d'une mine. Aujourd'hui, je porte une prothèse. Les Américains m'ont soigné et m'ont payé le voyage aux États-Unis. Plus tard, j'ai appris l'existence du matsutake. Comme j'adore les champignons, j'ai choisi de me spécialiser dans la cueillette. Une longue journée s'achève. Koi et Karnika retournent vers leur voiture. C'est tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. À peine 1 kilo. Pour l'instant, les champignons ne poussent pas très bien, alors on peut se dire que finalement, ce n'est pas si mal. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour en vivre, surtout vu le prix de l'essence. Ce soir, on va gagner une cinquantaine de dollars avec les champignons, et c'est pratiquement ce que nous coûte l'essence. Chemolt, une petite localité dans le sud reculé de l'Oregon, le long de la très fréquentée Highway 97. La majeure partie de l'année, c'est un petit village typique de ceux que l'on trouve le long des autoroutes américaines, tout au plus un point de chute pour les chauffeurs routiers. Mais une fois par an, Chemolt sort de sa torpeur. C'est à la sortie du village que les cueilleurs de champignons établissent leur camp de base. Jamais un habitant de Chemolt ne vient s'aventurer ici. À quelques mètres de distance cohabitent 2 mondes parallèles que tout sépare. L'heure du repas approche. Un parfum de coriandre et de bouillon de poule s'élève dans l'air. À la tombée de la nuit, chacun rejoint sa tente, tout comme Koi et son épouse. Je pense que la plupart des cueilleurs de champignons aiment ce mode de vie. On a un peu l'impression d'être en vacances tout en gagnant de l'argent. La saison du matsutake est une période agréable, même quand on doit se contenter de faire du camping.
Ce n'est pas le grand luxe, mais ça nous permet d'avoir chaud, de bien dormir et de ne pas être assaillis par les insectes. C'est agréable et ça nous plaît. Ce n'est pas tous les jours facile, mais on aime ça. Au total, la saison des champignons ne dure même pas 2 mois. Traquer le matsutake, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Chaque jour, Koi et Karnika changent de secteur. Koi a aperçu un petit renflement sur le sol sec de la forêt. Sous les aiguilles de pin, il découvre 2 petits matsutake. Ces champignons ont bien plus de valeur lorsqu'ils sont récoltés encore sous la terre et qu'ils ont une forme de parapluie fermée. Aussitôt qu'un matsutake s'ouvre à la surface, son prix chute. Normalement, quand on trouve un champignon, il y en a plusieurs autres tout autour. Ça fait une sorte de petite plate-bande. En voilà encore un. Il a un bébé. Les gens qui viennent ici pour cueillir des champignons rêvent avant tout de faire fortune. C'est une obsession. Ça me rappelle l'année dernière. Pendant 10 jours, j'ai gagné $800 par jour. Je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. J'entends cette petite voix qui me dit « Ça a bien marché l'an dernier, ce sera peut-être pareil cette année ». On rêve tous que ça nous arrive. La célèbre Highway 1, peut-être la route côtière la plus spectaculaire du monde, s'étire le long du Pacifique. Sur la côte de l'Oregon, les paysages les plus divers s'enchaînent. Falaises qui plongent à pic dans l'océan, longues plages solitaires et forêts léchées par les vagues forment un cadre idéal au voyage en camping-car. Une tradition bien ancrée dans l'Oregon. Rien d'étonnant donc si le camping-car le plus cher et le plus luxueux du monde a été conçu et assemblé dans cet état. Depuis 1983, la société Marathon construit des châssis pour ces véhicules d'exception qui unissent le luxe d'une maison et la mobilité d'une voiture. Ces camping-cars, de tous les superlatifs, sont environ 2000 à sillonner les États-Unis. En revanche, avec leurs dimensions hors normes, ils sont peu adaptés au voyage en Europe. C'est à Eugene qu'on assemble ces géants de la route. La particularité de cette usine, tous les corps de métier travaillent sous un seul et même toit. Chaque véhicule est entièrement construit à la main. Alan Christensen doit veiller à ce que tout se déroule comme prévu. Voici un camping-car flambant neuf. On vient tout juste de le commencer. Comme vous le voyez, on en est encore au tout début. L'intérieur fait 2,50 m de large. Il faut réaliser tous les souhaits de nos clients à l'intérieur de cette petite boîte. Il faut beaucoup d'ingéniosité pour réussir à caser tout ce que les clients veulent dans un espace aussi réduit.
Alan n'est pas seulement le designer en chef de Marathon. Il contrôle également chaque étape de production. Chaque camping-car dissimule plus de 10 km de câbles électriques. Le sol peut être recouvert de carrelage ou de parquet. J'adore créer de nouvelles choses, des objets qui n'existent pas encore. Une fois que c'est fait, je peux passer à autre chose. Faire de nouvelles découvertes me procure énormément de satisfaction. J'ai toujours adoré ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est ça qui me motive. Il faut environ 3 mois pour construire un camping-car sur commande. Le réfrigérateur doit être passé par une des fenêtres. Un camping-car entièrement aménagé coûte entre 2 et 3 millions de dollars. En voici un qui est terminé. Il fait plus de 13 mètres de long. Avant d'entrer, je vais vous montrer quelque chose. Il y a un téléviseur LCD ici. Beaucoup de nos clients aiment bien regarder la télé quand ils sont installés dehors et se détendre tout en regardant leur programme préféré, chose qu'ils peuvent faire grâce à ce téléviseur. Ce camping-car va bientôt être livré à son propriétaire. C'est un couple d'un certain âge. Elle est écrivain et lui photographe. Ils écrivent des livres de voyage. Leur premier périple se fera le long de la côte ouest. Ils vont s'arrêter régulièrement pour faire des photos et écrire sur les différents endroits. Le camping-car est le moyen de transport idéal pour eux et ils peuvent y vivre confortablement. De ce point de vue, il n'y a pas mieux pour travailler ou profiter de ses loisirs. Nous voilà dans la cuisine. Les couleurs sont chaudes, neutres. Tout est très pratique. Sous ce cache se trouve une double vasque. Grâce au cache, on dispose d'un vaste plan de travail. Ça permet de tirer parti d'un maximum d'espace. En dessous, on a un lave-vaisselle. Fermé, c'est une simple porte. Ici, on a un grand frigo américain. De l'autre côté, une plaque de cuisson, elle aussi recouverte d'un cache, ce qui permet d'avoir une surface libre quand on ne cuisine pas. Et là, c'est le four à micro-ondes. Ce camping-car dispose de tout l'équipement nécessaire pour accueillir des gens en partance pour un long voyage. Au milieu, il y a une cabine de douche très spacieuse. Et à côté, un lavabo. Toutes les portes s'ouvrent automatiquement. Ce camping-car dispose également d'un lave-linge et d'un sèche-linge, ce qui est très pratique quand on est longtemps sur la route. Il y a pas mal de rangements. Là, c'est un lit queen size avec une fenêtre derrière. Encore une fois, tout est prévu pour offrir un maximum de confort. Je crois qu'au fond d'eux, les propriétaires sont avant tout des aventuriers et des campeurs. La seule différence, c'est qu'ils ont assez d'argent pour se permettre de voyager confortablement. Mais ils restent des aventuriers. Ils adorent faire des rencontres, découvrir,
Et avec ce camping-car, ils ont la possibilité d'aller où ils veulent et de se réveiller chaque matin dans un lieu différent. Les avantages d'un camping-car de grand luxe sont nombreux. Mais seuls de très rares privilégiés peuvent se permettre de découvrir la côte ouest à bord d'un tel engin. À l'intérieur des terres, l'État de l'Oregon, faiblement peuplé, est recouvert d'immenses forêts de conifères. La forêt nationale de Deschutes est l'une des plus vastes du nord-ouest Pacifique. Nombre de ces étendues sont des forêts de production, l'industrie du bois étant toujours le premier secteur d'activité de l'Oregon. Chaque année, ces forêts sont menacées par les incendies qui éclatent régulièrement l'été et font des ravages. Pour pouvoir localiser rapidement les départs de feu, de nombreuses tours de surveillance sont réparties dans tout l'État. Chaque été, de mai à octobre, chacun des 90 postes de surveillance est occupé par un employé du département des eaux et forêts. Jim Shotwell travaille dans une tour de bois vieille de 70 ans au cœur de la forêt nationale de Deschutes. Depuis 1982, il passe tous ses étés ici, à l'affût de la moindre fumée. Il est le plus ancien employé à temps partiel du département des eaux et forêts de tout le pays. Pendant la saison des incendies, Jim s'installe dans cet espace vitré de 25 mètres carrés, à 40 mètres du sol, avec pour seule compagnie une vue panoramique d'exception. En tant que guetteur, je suis pour ainsi dire les yeux de la forêt. Toute la journée, je cherche du regard d'éventuels départs de feu. C'est assez facile de repérer un incendie. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'observer la forêt et quand on sait faire la différence entre de la fumée et de la poussière, on est capable de repérer un feu. Le localiser sur une carte, en revanche, c'est plus difficile. Et puis, quand on passe plusieurs jours ou plusieurs semaines sans voir de feu, c'est un peu comme si on fixait du regard un puzzle de 1000 pièces sans trouver celle qu'on cherche. Au bout d'un certain temps, ça devient difficile de rester concentré et de continuer à scruter les environs, même quand il n'y a rien à voir. Le détecteur d'incendie est une sorte de boussole en plus grand. La tour de surveillance se trouve en plein milieu. Lorsque j'aperçois de la fumée, je définis une ligne nord-sud, exactement comme avec une boussole. Puis je calcule un angle droit avec cet objectif moderne à angle d'inclinaison, qui fait partie du dispositif que nous utilisons actuellement. Dans sa tour, Jim dispose de l'électricité et d'un accès Internet. Il peut ainsi entrer les coordonnées calculées par sa boussole dans un logiciel qui lui permet de localiser au mètre près le lieu de l'incendie, puis de transmettre sa localisation exacte. Le plus grand défi pour un guetteur, c'est la solitude. Aucun des collègues de Jim n'a pu tenir aussi longtemps que lui, et de loin. Beaucoup ont sombré dans l'alcool ou la drogue. Passer son temps à chercher de la fumée demande une discipline de fer, ce qui est loin de déplaire à Jim, bien au contraire. Quelque part, c'est un métier de romantique. Je suis un romantique. Travailler dans un endroit aussi beau et calme permet de se concentrer sur ses propres pensées sans être pollué par celles des autres. Pour moi, ça fonctionne bien. Je lis beaucoup et je m'ennuie rarement. Lorsque j'étais plus jeune, je ne savais pas quoi faire de mon temps. Et aujourd'hui, je manque de temps pour m'ennuyer. J'aime la solitude. Quand j'étais bébé, ma mère écrivait déjà dans mon album « Jim aime jouer tout seul ». C'est encore le cas aujourd'hui. J'aime la compagnie des autres, mais je suis heureux de pouvoir passer de longues périodes seul, sans voir personne.
à l'exception de ma femme, bien sûr. Elle préférerait me voir plus souvent à la maison. Une fois par jour, Jim quitte sa tour de surveillance pour aller chercher de l'eau à la citerne. À côté du point d'eau, des sanitaires avec une cabine de douche. Pendant que le bidon se remplit, Jim relève la température et le taux d'humidité de l'air dans une petite station météo. Officiellement, Jim ne doit jamais quitter son lieu de travail plus de 15 minutes. Toutes les 2 semaines, il a un week-end libre et peut retrouver la civilisation. L'occasion de faire le plein de provisions pour le corps et l'esprit. La vue change en fonction du temps et de la saison. Dans la nature, rien ne reste jamais pareil. Elle est en évolution constante. Au fil des ans, Jim a immortalisé les phénomènes météorologiques les plus spectaculaires. Dans les années à venir, le département des eaux et forêts prévoit d'installer des caméras de surveillance sur toutes les tours pour localiser à distance les incendies éventuels. À long terme, c'est moins coûteux. Jim, lui, n'est pas prêt à renoncer à son travail. Demain, direction la Californie du Nord.